Paris. De 87 à 88, il a été chargé de mission auprès des Carrefour pour la mission du Byzantin de la Révolution française. De 88 à 92, il a été journaliste à Europe 1 au sein du service économique et politique. Puis il a été élu député de l'Aube en 1993. En 1995, il est devenu porte-parole de la campagne présidentielle de Jacques Chirac, puis a été nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Et M. Baron est aussi maire de Troyes depuis 1995. Alors toute cette expérience lui a permis d'acquérir une bonne expérience en matière de communication politique, et c'est pour ça que je vais lui laisser la parole. Vous pourriez l'applaudir, il est quand même sympa. Bon, merci de votre invitation. Ça me fait toujours plaisir de retrouver des ambiances assez potaches. Et je sens que vous ne dérangez pas la règle de ces ambiances potaches. Ça veut dire quoi, ça? Alors, je suis surtout là pour essayer de répondre à vos questions. Bon, on va essayer de déterminer quelques lignes sur la communication politique, c'est-à-dire quelles sont les contraintes, qu'est-ce que ça représente. Et puis ensuite, je me livrerai bien volontiers à vos questions. Vous pourrez parler sans haine et sans crainte, poser toutes les questions que vous souhaitez. Je le ferai avec beaucoup de plaisir. Et je fais assez peu de déplacements, en fait, en dehors de mes déplacements dans ma ville à Troyes. Et je ne le fais que dans les facs et que pour les étudiants, essentiellement en sciences politiques ou qui sont un peu plus engagés que vous dans l'action politique, pour essayer de faire partager une expérience d'un jeune dans un monde qui est assez compliqué, mais en même temps dont on sait qu'il est essentiel parce que, bon, vous êtes étudiant en Sciences Po, c'est très bien. Vous savez que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera quand même de vous. Et le message à faire passer, c'est un peu l'esprit de responsabilité, essayer d'être utile. Alors pour cela, il y a un certain nombre de moyens et la communication évidemment en est un. Quelles sont les contraintes de la communication politique? Vous avez des contraintes différentes selon les médias. Si c'est en presse écrite, vous avez plus de place pour faire passer vos messages, vous avez plus de place pour expliquer le fond d'une décision, vous avez plus de place pour expliquer le processus de décision politique. Je dirais que la presse écrite est probablement le média, le moyen le plus agréable pour un responsable politique d'exposer ses convictions, son point de vue, son programme, son action ou sa décision. La radio est déjà un média assez différent. Bon, moi j'ai travaillé pendant 4 ans à Europe 1, c'est un schéma très court, c'est un média très chaud, c'est un média d'instantané. Les formules sont de 50 secondes à 1 minute maximum, et on vous apprend dans le métier, en rentrant dans le journalisme, une chose: vous devez être capable d'expliquer à 6h30 ou 7h du matin, lorsque la personne se lève, qu'elle est sous sa douche, qu'elle n'a par définition rien à faire de ce que vous allez lui dire, lui expliquer avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion le budget de l'État. Donc tout cela en 50 secondes. Ça vous apprend à aller à l'essentiel, utiliser des mots simples, des phrases qui ne doivent pas excéder 12 mots, et tout cela en l'espace de 50 secondes. C'est vrai pour le journaliste, c'est aussi vrai pour le politique, et c'est alors plus près, et c'est assez vrai pour l'ensemble des personnes. Ça vous apprend un schéma court d'expression, et on sombre aussi assez facilement dans la caricature que l'on voit pour les responsables politiques et montré du doigt en général par l'opinion sur le thème. Ils ne s'intéressent qu'à la formule, c'est le travers de la politique politicienne, etc., etc. Simplement, le système médiatique, la contrainte du média, vous impose des schémas courts. Sinon, si vous voulez lutter contre le système et gagner contre les médias, vous ne serez pas entendu, parce que ces 50 secondes sont imposées à vous, vous ne les choisissez pas. Ça suppose donc une certaine clarté, une certaine précision, et puis aller à l'essentiel. La télé, c'est encore autre chose. La télé, c'est un exercice qui peut être plus long, mais qui a quand même des schémas courts, un schéma court de 20 secondes pour le 20h ou le 13h, un schéma plus long à travers une émission style 7/7 ou Ockrent ou autre chose. Mais en tout état de cause, là encore, votre message doit être concentré, condensé, exposé de façon synthétique, et là encore avec des mots très simples. Fabius, qui n'est pas ma référence préférée en politique, doit avoir dans sa panoplie en magasin genre 300 mots, guère plus, volontairement. Il est quand même normalien et je ne critique pas sa formation, mais je veux dire par là qu'il s'est volontairement contraint dans 300 à 350 mots qu'il a lui-même choisi. Un peu de tâches à l'extérieur. Ça va. 300, 350 mots simples, déterminés, définis par lui-même, choisis.
pour avoir des messages très concentrés et que tout le monde puisse comprendre. Aussi bien le haut fonctionnaire que la personne qui n'a pas suivi d'études supérieures. Chacun doit comprendre ce message très simple. Alors télé, vous avez ces petites formules de politique politicienne sympathiques, surtout très actives pendant les campagnes, et les émissions qui doivent être préparées. Et là, on a le sentiment qu'on y va comme ça et que c'est improvisé. Pour préparer une émission comme 7 sur 7 ou autre, c'est plusieurs jours de travail, de suivi de l'actualité, et il faut être capable au fond de trouver une formule qui synthétise l'idée que vous voulez développer et qui soit suffisamment percutante dans l'opinion pour que ça ait un impact. Voilà le premier point que je voulais aborder, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Ces contraintes sont imposées par les médias. Ces médias sont de plusieurs natures et de plusieurs types et vous imposent un système d'expression, un système d'élocution, un système d'exposé public qui n'est pas celui que vous pourriez utiliser dans une salle, par exemple, dans un cours, ou dans une réunion publique dans le cadre d'un meeting, ou dans des réunions thématiques avec des catégories socio-professionnelles bien déterminées. Le média, la télé, la radio ne permettent pas le développement, ne permettent pas le souci du détail, ne permettent pas la précision dans la présentation générale. La télé, la radio suppose l'instantané, suppose la formule, suppose un esprit ramassé et suppose une synthèse un peu caricaturale et souvent lapidaire. Mais c'est comme ça, on ne gagne pas contre les médailles, il faut le savoir, en communication politique. Le deuxième point est de la communication politique, c'est de considérer qu'aujourd'hui, avec au fond la surabondance d'informations que les uns et les autres peuvent avoir, gouverner, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un département, que ce soit dans une région, que ce soit le gouvernement, suppose, de mon point de vue et un peu par expérience, à peu près 50% de communication. Gouverner aujourd'hui, c'est 50% communiquer. C'est 50% de temps passé avec les journalistes pour expliquer le processus de décision. C'est 50% passé en interne dans son administration pour expliquer la logique de la décision. C'est 50% passé dans des émissions thématiques ou généralistes qui vous permettent de toucher tel ou tel électorat ou telle cible ou telle population directement concernée par la décision. C'est 50% de travail d'équipe, c'est 50% de travail de sa majorité quand on est chef du gouvernement. C'est 50% tout simplement de son temps d'action. Et on ne le mesure pas assez, mais celui qui ne prend pas ce soin-là, qui ne prend pas ce temps-là, qui ne prend pas cette peine d'assumer cette responsabilité-là, ne peut pas aujourd'hui avoir la prétention de bien gouverner dans un monde qui est dominé par l'information et la médiatisation. Communication politique, c'est le troisième point, ça suppose un temps différent selon que l'on se trouve en campagne ou dans l'exercice du pouvoir. L'exemple de Clinton, de ce point de vue, est à mon avis assez remarquable. Il explique quelque chose de très simple, c'est que lorsque vous êtes en campagne et que votre ennemi vous attaque, vous avez un maximum de 30 minutes pour corriger le tir si l'information est percutante. Des affaires de mœurs, des affaires de fric, etc. Une sale affaire qui est balancée par des gens crédibles, qui peut percuter dans l'opinion une demi-heure. Une demi-heure pour répondre de façon appropriée, directement ou par des gens qui sont à vous, mais une demi-heure. Au-delà d'une demi-heure, vous avez déjà beaucoup de mal à corriger le tir. Et si vous laissez passer l'heure, il est exact que dans l'opinion, le pli sera pris et bon, ce sera un coup marqué par l'adversaire. Donc, la gestion d'une communication politique dans une campagne électorale, comme une campagne présidentielle ou une campagne législative, quel que soit le degré, suppose d'être bien organisé, de réagir vite. Le temps de réaction est un facteur décisif dans la communication politique. Et le choix de l'interlocuteur et du média est également un facteur important dans la gestion de cette campagne. C'est-à-dire que si vous êtes candidat et que vous êtes attaqué personnellement, la question se pose de savoir si vous répondez vous-même ou si vous faites répondre. Selon le degré de l'attaque, selon que c'est votre adversaire personnellement qui vous attaque ou l'un de ses aficionados, vous n'avez pas le même degré de riposte, vous n'avez pas le même interlocuteur, et vous n'avez pas donc la même gestion de la campagne.
pourrais vous citer dans le cadre du débat et pour répondre à vos questions à travers la campagne présidentielle comment ça s'est passé avec Balladur, mais il est vrai qu'on a d'abord beaucoup cogné Balladur en tant que tel, avant ensuite de s'intéresser à ses petits camarades, et ensuite on a laissé Chirac et Balladur gérer eux-mêmes leurs propres problèmes. Mais je veux dire, c'est une stratégie, c'est une méthode. Il y a un aspect un peu cynique et en même temps assez désagréable. C'est pas le côté le plus valorisant de l'action politique, mais comme vous avez choisi la communication politique et que vous êtes là pour essayer d'être efficace et ensuite de prendre vous-même des responsabilités éventuellement politiques, je crois qu'il faut savoir qu'il y a un temps de gestion de communication politique pendant une campagne et il y a un temps de gestion de communication politique dans l'art de gouverner, dans l'exercice des responsabilités. Je prends donc l'exemple maintenant d'une action gouvernementale. Le temps de la pédagogie, le temps de l'exposé, de l'explication, comme je le disais tout à l'heure, représente la moitié de son temps dans l'exercice de ses responsabilités et suppose un degré de réaction tout à fait différent lorsque vous êtes attaqué en tant que Premier ministre que si vous étiez candidat. Il y a donc une plus large ouverture, une plus large intégration de la population à laquelle vous adressez. Lorsque vous êtes candidat, vous avez vocation à rassembler, mais pour rassembler, il faut déjà rassembler son camp. Vous avez une communication plus ciblée dans un premier temps et plus ouverte dans un second mouvement. Lorsque vous êtes dans l'exercice des responsabilités, que vous avez la charge du gouvernement, et bien là, vous adressez à tous les Français, il faut que vous intégriez tous ces paramètres, toutes ces contradictions, éventuellement toutes ces imperfections, dans le seul et même message. C'est toute la difficulté d'ailleurs de gouverner, et c'est toute la difficulté de communiquer quand on gouverne. Et c'est d'ailleurs tout le décalage qui peut exister entre une communication politique de campagne et une communication politique de gouvernement. Voilà, c'est uniquement quelques pistes de réflexion un peu pour lancer notre débat. On pourra naturellement parler des relations entre journalistes politiques et responsables politiques. On pourra parler dans le cadre d'un métier précédent. Je ne veux pas casser l'ambiance, poser des questions. La semaine dernière, Monsieur le Président de la République nous a gratifié une brillante prestation d'une chaîne de service public qui a fait 6,7 points d'audience, alors que M6 au même moment en faisait 13. Comment est-ce que vous pouvez expliquer un tel succès? Est-ce le thème, le moment, je ne savais pas très bien ce qu'il y avait sur M6, mais comme c'était pas dimanche, c'était pas votre panoplie la favorite. En revanche, c'est vrai que ça pose une vraie question. Est-ce qu'un président de la République peut passer sur le service public, exposer pendant 2 heures sa vision de la politique pour l'emploi des jeunes, des problèmes d'éducation, des problèmes de formation, des problèmes d'intégration dans le monde du travail de la part de la jeunesse française, et ne pas intéresser à ce point. Alors c'est probablement le format, je crois qu'il faut accepter de reconnaître parfois ses erreurs, le format était trop long, et il faudra tirer les leçons de cette expérience, mais il n'en demeure pas moins vrai que le positionnement du président de la République sur les pistes à suivre pour modifier notre système éducatif, faire en sorte que la filière de l'apprentissage, la formation en alternance permette de résoudre une partie des problèmes du chômage des jeunes. Je vais vous rappeler, enfin vous connaissez les chiffres parce que je suppose que vous faisiez quand même partie des 6%, enfin je veux croire, vous faisiez partie. Le différentiel entre les jeunes au chômage en France et les jeunes au chômage en Allemagne amène naturellement à se poser toute une série de questions. Le système des stages diplômants ou de la formation, puisque l'appellation a été modifiée grâce d'ailleurs à la mobilisation des étudiants. Autour de tout ça sont des pistes naturellement intéressantes. Il est évident que le président de la République avait des choses à dire, il est évident qu'elles n'ont pas été toutes entendues, et il est évident qu'il faudra probablement changer de format de communication pour intéresser plus sur un sujet ô combien important, puisque c'est notre avenir à tous. Est-ce que vous pouvez aller plus loin justement sur ces formats? Est-ce que vous avez une réponse? En fait, il y a 2 problèmes, si vous voulez. On a été habitué pendant les années 80 à la communication de Mitterrand. Je suppose que... Je ne vais pas tailler, mais je veux dire... quand on fait du parachute ascensionnel et qu'en même temps on prend un peu de recul, c'est vrai que ça donne une bonne perspective, mais en même temps on se dit le type qui dirige est assez lointain. Et c'est comme ça que la communication de Mitterrand, qui était à mon avis adaptée d'ailleurs au personnage, assez distant, assez froid,
et en même temps très reculé tout en étant très haut, fait qu'on court toujours le risque dans sa situation d'être en apesanteur, et quand on est en apesanteur, on court un autre risque, c'est de ne jamais atterrir. Le problème de Chirac, ça a été celui-là, ça a été un double souci. Premier souci, de laisser le Premier ministre gouverner l'esprit des institutions, la logique de la Ve République, son expérience personnelle en tant que Premier ministre sous Giscard, fait qu'il ne voulait pas faire subir à Juppé ce que lui-même avait subi de la part de Giscard, c'est-à-dire au fond un président qui gouverne et lui en tant que simple coordinateur des impulsions données par les conseillers du président de la République ou le président de la République lui-même. Donc je crois qu'il y a ce paramètre-là qui est assez peu exposé d'ailleurs dans la presse, mais qui est assez réel, l'esprit des institutions, le respect qu'il a pour le rôle du Premier ministre, le respect personnel qu'il a pour Alain Juppé et l'expérience personnelle qu'il avait retirée en 74-76 lorsqu'il était aux affaires avec Giscard. Le deuxième souci, ça a été dans cet esprit de laisser le soin au Premier ministre d'exposer la politique gouvernementale et lui de se contenir dans les impulsions. Et on a bien vu que ça ne correspond pas à son tempérament et surtout je crois que ça ne correspond pas à ce que les Français attendent de Jacques Chirac en tant que président de la République. C'est un homme de contact, c'est un homme de proximité, c'est un homme de dialogue, c'est un homme d'échange, c'est un homme d'écoute. Et un président Chirac qui est absent du débat est un président, en tout cas, à front renversé par rapport à ce que l'on en attend. C'est la raison pour laquelle la communication présidentielle a été modifiée depuis quelques mois. C'est aussi la raison pour laquelle, parce qu'on a changé du tout au tout, on est encore dans une phase qui n'est pas complètement stabilisée et il faudra trouver le juste milieu entre une présence logique, légitime sur les sujets d'actualité, une présence logique et légitime de la part de Jacques Chirac dans ce que l'on attend de sa part sur les impulsions concernant les réformes, la réforme de l'État, la réforme fiscale, le suivi de la réforme de la défense, de la Sécu, etc. Et pas une omniprésence qui risque de banaliser la parole présidentielle et qui peut peut-être tomber dans les travers du 6,4% d'audience. Justement, à ce propos, que pensez-vous de la méthode Juppé qui fait paraître un livre justement en communication pour pouvoir se faire plus apprécier des Français? C'est-à-dire que dans son cas, c'était un peu légitime, puisque quand même un décalage assez fort dans les sondages qui devenaient assez microscopiques, et donc pour savoir exactement ce que les Français pensaient de lui, il fallait prendre une loupe. Et je crois qu'il a eu raison. Il a eu raison. Il y avait une glace liée à sa personne, à son tempérament, à son caractère. Une démarche probablement un peu mal comprise, même très certainement, puisque à l'époque 20% des Français approuvaient son action et c'est difficile pour un gouvernement de s'appuyer sur uniquement 20% de la population française pour mobiliser. Mais il a voulu expliquer le problème. Alors il y a probablement une partie personnelle, un peu d'explication et qu'il a soulagé lui-même. Et il y a aussi une volonté d'essayer de mieux se faire connaître personnellement. C'est vrai que quand vous arrivez au niveau de Premier ministre ou de Président de la République, comme ces gens-là pénètrent dans votre univers et votre quotidien tous les jours par des informations, des projets, que vous entendez son nom en permanence, ça devient quelqu'un de familier. Et c'est vrai que même si on ne l'aime pas et même si on est son opposant politique, il s'impose quand même à vous. Et je crois qu'il est aujourd'hui, malheureusement, quasiment indispensable à ce stade de responsabilité, de se découvrir, de mettre un peu tout sur la table, de dire exactement voilà qui on est, voilà quels sont ses défauts, ses qualités, voilà pourquoi on va essayer ensemble d'aller sur le même chemin. Mais c'est valable pour la gauche ou pour la droite. Je crois que malheureusement aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie, et je le regrette personnellement, à ce stade de responsabilité, d'un exposé qui peut apparaître un peu impudique, mais qui est probablement nécessité par l'omniprésence de la communication, qui fait que si vous voulez vous faire comprendre, il faut qu'on sache exactement qui vous êtes. Mais ne trouvez-vous pas que vous êtes pas assez agressif par rapport aux socialistes qui, eux, se gênaient pas pour critiquer la droite? Ils ont vite fait d'oublier 14 ans de socialisme. Il faut bien le rappeler aussi. Oui, j'encourage vivement à continuer sur le terrain, diffuser tout ça, mais non, c'est une vraie difficulté. Le président Chirac est le président de tous les Français. Du jour au lendemain, il est passé de chef du RPR à président de tous les Français. Qu'on ait ou non voté pour lui. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il gouverne pour tous les Français. Alors évidemment, il y a une logique politique. Et tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la majorité présidentielle doivent pouvoir se dire qu'ils font quand même une politique qui tient les engagements
qu'ils ont pris pendant la campagne, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons voté pour eux. Mais on ne peut pas, dans une situation d'exercice des responsabilités, cogner systématiquement. Il faut essayer d'élargir le plus possible, de tendre la main. Et je le disais, la communication politique, quand on gouverne, est différente de la communication politique en campagne. Autant en campagne, le jeu, c'est qu'on se donne des coups et chacun respecte les coups donnés, même s'il ne les admet pas toujours. Autant quand on gouverne, il faut essayer d'élargir le plus possible et de travailler pour tout le monde. Et c'est vrai que, de ce point de vue, on a probablement été trop faible en début de mandat pour expliquer que 3 000 milliards de dette publique, ça fait 230 milliards d'intérêts de la dette, c'est-à-dire que 2 francs sur 3 de l'impôt sur le revenu sert aujourd'hui à financer les intérêts d'une politique imprévoyante et inconséquente menée depuis une dizaine d'années. On ne l'a pas dit au début, on ne peut plus le dire aujourd'hui, c'est probablement l'un des thèmes qui ressortira, mais il n'aura plus le même impact. Que qu'un homme politique passait à peu près 50% de son temps à faire de la communication. Monsieur Juppé, qui visiblement a de gros problèmes de communication et passe pas à la télé, est-ce que Monsieur Juppé est crédible comme Premier ministre à partir du moment où il a de si gros problèmes de communication? Juppé n'est pas un mauvais communicateur. Il a... C'est un type qui est entier. Moi, je le connais, j'ai travaillé avec lui. J'ai eu d'ailleurs parfois des difficultés de relations personnelles avec lui, comme beaucoup de personnes et comme beaucoup de membres de ce gouvernement. Mais c'est quelqu'un qui a le sens de l'État. Et c'est quelqu'un qui est convaincu des décisions qu'il prend. Et simplement, il n'est pas convaincu ou en tout cas, il n'était pas convaincu de l'importance de communiquer ses convictions à travers une décision. Et comme en plus c'était une période difficile, et comme en plus il a été attaqué personnellement sur ses appartements et autres, il l'a très mal vécu, ça l'a probablement renfermé. Un Premier ministre conserve une sensibilité très forte, et Juppé, pour le connaître bien, a une sensibilité très forte également. Je crois qu'il devient progressivement un meilleur communicant qu'il n'a été. Je crois aussi qu'il a compris qu'être Premier ministre, c'est aussi être chef de gouvernement, et qu'être Premier ministre, c'est aussi être responsable d'équipe, et qu'il faut aussi faire monter d'autres personnes, ce qui lui évite d'être toujours en première ligne, et donc de s'essouffler, de se banaliser. Et je crois qu'il est quand même bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques mois. Préparé par M. Chirac et ses collaborateurs, la date a été choisie, la chaîne a été choisie, les journalistes ont été choisis, les questions ont été choisies, tout a été choisi par l'entourage de M. le Président de la République, et j'imagine par lui-même. Est-ce que ce superbe exercice de communication politique, finalement, n'a pas réussi, n'a pas atteint cet objectif du fait de cet excès de préfabrication qui a fait qu'on savait pertinemment, avant même l'exercice, quel serait son contenu, quelle serait sa forme? Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'avait pas choisi les téléspectateurs et qu'on aurait dû en prendre plus. Non, je crois que non, mais c'est vrai que sur cette émission, on doit en tirer un certain nombre de leçons. On doit tirer la leçon peut-être du côté trop perfectionniste et du côté trop préparé qui donc tue un peu le phénomène d'attente. Il faut voir également que par rapport à l'émission du même type, qui était celle du 12 ou 14 décembre, il y avait un tel effet d'annonce, une telle demande, une telle attente, parce qu'il y avait eu un tel silence, que de toute façon, on ne pouvait pas atteindre les mêmes résultats. En plus, l'émission était plus technique et moins politique. J'ajoute que le 12 décembre, on attendait une chose dans la bouche de Chirac, c'était « je démissionne Juppé ». Comme c'est pas venu, il a fallu attendre au moins la fin de l'émission, ce qui fait qu'on n'a pas eu de chute d'audience. Et donc le mystère était levé, et Chirac conservait Juppé dans cette émission. Il y a des leçons à retirer, il y a des enseignements, à mon avis, également à tirer, qui sont qu'il faut probablement des schémas plus courts, ça c'est une évidence, et peut-être laisser plus de place à l'imagination et la disponibilité. En revanche, que le schéma soit réfléchi, travaillé, on ne peut pas en vouloir au président de la République de se focaliser sur des sujets qu'il estime importants pour la société française, la défense nationale, la justice, l'emploi des jeunes, et donc de concentrer ses efforts et de trouver le meilleur moyen de faire passer ce message. Bon, peut-être que c'est pas atteint, on en tirera, je le dis encore une fois, quelques leçons.
présidentielle d'un conseiller en communication ou des personnels aussi? Ça, j'en sais rien. J'étais pas dans les petits papiers. Je pense que... Bon, d'abord, Juppé est un type qui écrit très bien, très vite et personnellement à peu près tout. C'est l'un des rares hommes politiques qui gratte à peu près tous ses discours et qui les revoit. Donc le fait qu'il l'ait écrit, moi, ne me surprend pas. Le fait qu'il l'ait écrit rapidement ne me surprend pas. Et le fait qu'il en ait eu besoin, je crois, correspond aussi à son évolution. Alors que ce soit ensuite présenté comme un coup de communication, c'est facile. Que ce soit aussi un cri du cœur de quelqu'un qui a envie de se faire comprendre parce qu'il sait qu'il est encore là pour quelques mois et qu'il a donc cette responsabilité de l'exercice gouvernemental, je crois plutôt à la sincérité de l'homme dans cet exercice. Il y a beaucoup de journalistes après l'élection présidentielle qui ont dit que Jacques Chirac avait été élu plus grâce à sa capacité à communiquer que grâce à ses idées politiques. Vous en pensez quoi? Je pense qu'en disant ça, on prend les Français pour des idiots et que c'est pas la vérité. On ne peut pas faire gober n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Moi, je me suis présenté personnellement à des élections, aux législatives, aux municipales. Troyes, c'est une ville à peu près de 120 000 habitants. Évidemment, c'est tout petit à côté d'une ville comme Lyon, mais ça reste à taille humaine. Et si vous n'avez pas un programme, si vous n'avez pas des idées, quelles que soient vos qualités de communicateur, si vous n'avez pas un projet en adéquation, ça ne passe pas. Alors il peut y avoir un ras-le-bol général, vous pouvez être victime d'un usure du temps, de facteurs X ou Y qui dépendent de l'ambiance générale, du contexte national, mais en tout état de cause, vous ne pouvez pas être élu sur votre simple bonne gueule et sur la simple faculté de faire rêver ou de faire passer des messages. Tout le monde a dit que Clinton c'est une fausse valeur. Tout le monde s'aperçoit aujourd'hui que Clinton restera un bon, et peut-être même à la fin de son mandat, un grand président des États-Unis. Et bon, vous êtes le premier à dire que Chirac n'a pas été élu sur un projet. Moi, je suis au contraire convaincu qu'il ait plutôt été élu sur son projet, sur ses convictions, sur son débat, que sur la communication, qui était tout simplement une communication de campagne. Donc effectivement, avec des combattants, avec un entourage rapproché, mais en même temps très mobilisé, et puis avec un type qui s'y voyait déjà, et donc qui a un peu laissé filer le début de campagne, et laissant filer le début de campagne, ça nous a laissé plus d'espace. Voilà. Donc il y a eu ce combat, ce débat, mais il y a eu également confrontation de projets. Vous parlez justement de mépriser un peu les électeurs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'entre Juppé qui explique sa réforme de la sécurité sociale en disant elle n'est pas mauvaise, c'est vous qui l'avez compris, ou Chirac qui dit les jeunes et vos devrez ne sont pas mauvaises, mais c'est qu'on vous a intoxiqué, que vous avez mal compris, et à l'opposé, un peu les interventions de Chirac sur la justice ou sur l'emploi des jeunes qui sont finalement plus de communication que de réels projets. Est-ce que vous ne trouvez pas que là aussi il y a un peu un mépris et que finalement ce qu'attendent les électeurs, les Français, c'est plus des actes que vraiment de la communication? Alors ça c'est quand même formidable, parce que quand on a un président de la République ou un Premier ministre qui expose un projet et qui dit ce qu'on va faire, on pourrait dire s'il n'était pas aux affaires. Mais comme ils sont aux affaires, la réforme de la justice, elle va se faire. La commission est en place, elle va répondre sur oui ou non, faut-il couper le lien entre le ministère et le parquet. Bon. Lorsqu'on dit on va essayer de créer 200, 300, 400 000 emplois pour les jeunes, qu'on va mettre en place un partenariat avec le CNPF, qu'on va modifier l'organisation des semestres, non mais on en pense qu'on veut, et si vous êtes les premiers à être pris dans ces stages, vous serez très contents. Et on a quand même ce problème de chômage des jeunes, il y a un effort. Et je trouve quand même formidable de se dire que lorsque le président de la République annonce quelque chose, c'est des mots, et lorsqu'un opposant fait de l'intox en disant ce ne sont que des mots, on y croit. Moi, j'ai plus la faiblesse de penser qu'on doit être jugé sur ses actes, qu'on a été élu sur un idée sera conservé. Il ne faut pas inverser les données du problème, c'est en tenant les engagements qu'il y aura une majorité, et on ne cherche pas à avoir une majorité pour éventuellement faire valoir des engagements qu'on ne tiendra pas. Donc, et j'ajoute qu'on est tous des responsables politiques, et lorsqu'il y a des choses aberrantes qui sont dites, il faut également les condamner, les contester, et c'est la raison pour laquelle vous avez d'un côté l'action, et de l'autre vous avez le débat politique, et je reviens une fois encore à ce que je disais tout à l'heure, la communication quand on gouverne est différente de la communication quand on est en campagne, et c'est vrai que plus on va se rapprocher, plus on sera en campagne, et donc vous aurez une double communication d'un président et d'un Premier ministre qui gouvernent et qui continuent les réformes, mais en même temps en cognant un peu plus sur les opposants, parce que c'est vrai que la démagogie à 2 ou 3 sous, eh bien ça peut aussi porter, ça peut aussi faire mal dans l'électorat, et ça on ne peut pas non plus se le permettre. On entendait M. Barrot dire récemment que sa réforme passait mal et qu'elle était incomprise, et que finalement les grèves dans la fonction médicale
Bon, je crois d'abord que moi, je ne connais pas un gouvernement qui soit devenu populaire en augmentant les impôts. Bon. Je ne connais pas un gouvernement qui soit devenu populaire en disant on va dépenser moins. Dépenser. Alors comment le faire comprendre? Bon, d'abord, quand une mesure est difficile, il faut à la vérité de reconnaître que c'est pas simple d'expliquer que c'est une mesure géniale. Si on augmente de 10% les impôts dans une ville, vous aurez du mal à faire admettre au moment où les gens passent à la caisse que c'est quand même mieux pour tout le monde. Donc une mesure impopulaire reste une mesure impopulaire. La vraie question est de savoir comment faire en sorte que cette mesure impopulaire soit finalement acceptée comme étant inéluctable parce que c'est dans le sens de l'intérêt général. C'est ça notre difficulté de communication. Si on prend l'exemple de la Sécu, de l'intérêt général, et c'est vrai que là on a peut-être une faiblesse ou une absence, soit de médias, soit de tribunes, soit de relais. En tout cas, il y a une faiblesse en matière de communication, ce qui explique les difficultés vis-à-vis de l'opinion générale et vis-à-vis de la corporation en particulier. Vous avez parlé en quelques minutes de nécessaire simplification du message, puisqu'on ne peut pas avoir un raisonnement approfondi. Mais est-ce que vous iriez plus loin en disant que la communication est nécessairement la création d'un consensus, c'est-à-dire de quelque chose sur lequel on ne peut pas voter, ne pas décider, et que uniquement ça consiste à gommer certaines oppositions. Par exemple, il me semble me rappeler que vous aviez été cité dans Télérama en train de dire qu'à un moment vous aviez défendu la politique gouvernementale alors que vous n'étiez pas d'accord. Donc ma question c'est, est-ce que la communication n'est qu'un consensus? Non, mais je le répète, il y a une différence entre, bon, d'abord, communication de campagne. Moi je choisis Chirac pour des convictions. Et parce que je suis également convaincu qu'au-delà du fait que c'est un homme qui a l'expérience pour être chef d'État, il a également un projet qui me semble correspondre à ses besoins. Donc je le soutiens fortement, et étant son porte-parole, je suis là pour le servir. Je ne suis pas là pour éventuellement expliquer des états d'âme. Donc comment ça se passe si je ne suis pas d'accord avec une décision qu'il propose? On en parle ensemble, c'est lui qui arbitre, et ensuite on y va. Même motif, même punition pour le gouvernement. J'ai été en désaccord avec Juppé quand Madeleine était sorti du gouvernement. J'aimais bien Madeleine, on avait travaillé ensemble pendant la campagne, on avait fait des meetings communs, on avait fait la campagne pour Chirac. Bon, ce désaccord, il a été passé, j'ai fait le 13h le lendemain du renvoi de Madeleine pour expliquer que Juppé avait raison. J'ai fait mon boulot. Alors évidemment, c'est difficile à accepter de l'extérieur. Mais il faut savoir où on se place, il faut avoir le sens de ses responsabilités. Et je crois qu'au gouvernement, et c'est Chevènement qui l'a dit, soit on ferme sa gueule, soit on démissionne. Bon, ben, il faut savoir fermer sa gueule de temps en temps, c'est jamais agréable, mais il faut aussi savoir qu'il y a des patrons, qu'il y a des chefs, que si on n'est pas d'accord avec eux, on s'en va. Et si globalement, il y a quand même une grande majorité au fond de vous-même de sentiments qui se mêlent pour dire il a probablement raison parce qu'il a plus d'expérience, ben ça s'appelle la confiance et moi je fais confiance. Oui, le thème de la conférence c'est la communication politique, un moyen de réconcilier opinion publique et monde politique. Comme on a un peu l'impression aussi d'assister à une réunion de formation de futurs cadres RPR, j'aimerais avoir mon opinion quand même sur cette question-là, qui est la question centrale de cette conférence. Oui, c'est marré. Bon, d'abord, il n'y a pas de mal à devenir un militant RPR si après cette réunion, tu considères que finalement les gens RPR sont sympas. Donc tu seras le bienvenu, il y aura sûrement des types pour te proposer une carte. Mais je ne suis pas là pour le faire. Je suis pas là pour le faire, et moi je respecte tout le monde. Et je demande également qu'on respecte tout le monde. Communication politique, un moyen de rapprocher les politiques de l'opinion publique. Moi, je veux dire, vous êtes tous des étudiants en Sciences Po, vous êtes passionnés par l'actualité, vous avez l'expérience. Je peux vous faire un blabla général sur le thème, finalement, la politique est décriée, les partis sont décriés, tout cela n'est pas démocratique, il y a une menace sur le Front National, je souhaite qu'on en parle. Tout cela est très compliqué, je peux vous faire ce blabla. Moi je souhaite aller à l'essentiel, être le plus efficace possible pour vous en tant qu'étudiant de Sciences Po dans une réunion publique ou politique. C'est différent, donc on pourra se retrouver dans ces universités d'été du RPR. Notre prochain rendez-vous est 5 et 6 septembre à Marseille, la date est prise. Pour le reste, pour revenir sur le sujet, parce que je ne veux pas non plus faire que des pirouettes, est-ce que la communication politique est le meilleur moyen pour réconcilier politique et opinion publique?
Pour moi, la réponse est clairement non. Et ce que je veux démontrer aujourd'hui, dans ce que j'explique sur les contraintes des médias, sur les contraintes de la communication gouvernementale, sur les exigences d'une communication de campagne, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de la communication politique pour combler le vide qui existe entre la très grande majorité des Français et ceux qui gouvernent, l'élite, les partis, qui sont tous mêlés dans le même sac, c'est-à-dire n'étant pas conscients de la réalité du terrain, éloignés des préoccupations au quotidien d'une majorité de nos compatriotes et globalement suffisants dans l'insuffisance. Alors, sur le thème qui nous est choisi et proposé, la communication politique n'est pas le meilleur moyen pour réconcilier politique et opinion publique. Le meilleur moyen, c'est que les jeunes acceptent de s'engager à droite, à gauche, où ils veulent, prennent leurs responsabilités et considèrent que, comme je le disais tout à l'heure, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera quand même de vous. Si vous n'êtes pas content dans votre HLM, il faudra aller voir votre maire. Si vous n'êtes pas content dans votre quartier, il faudra créer une régie de quartier. Si vous n'êtes pas content des propositions qui sont faites au niveau du gouvernement, vous dites j'en ai ras-le-bol de rester sur le bord du chemin, plutôt que de crier avec les loups, je m'engage. Voilà la seule réponse et le seul moyen, me semble-t-il, de réconcilier opinion publique et responsables politiques. Le général de Gaulle disait les Français sont des veaux. Il n'y a pas ici une continuité idéologique à réduire sans arrêt l'échec de Juppé à une question de communication politique. Alors ça peut être tout simplement, je ne sais pas si ça vous est tout l'esprit, une question de politique. Bon, on a localisé les types de gauche, c'est sympa. Mais je crois qu'il y a deux évidences. La première évidence, c'est que gouverner aujourd'hui est terriblement compliqué parce que la marge de manœuvre des politiques est faible. Pourquoi elle est faible? Parce qu'on a un héritage, je renvoie aux applaudissements, parce qu'on a des contraintes européennes, et parce qu'on a, c'est vrai, une mondialisation qui fait que lorsque vous arrivez pour gérer, que vous avez un budget de 1500 milliards, que globalement les 4/5, dès le début du mois de janvier, de ces crédits sont déjà affectés, c'est les services votés, et qu'au fond il vous reste entre 25 et 50 milliards de marge pour un gouvernement en période de croissance faible, et vous pouvez monter à 80 ou 100 milliards en période de croissance supérieure à 3%, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Eh bien, votre question est de savoir si vous mettez sur l'impôt sur le revenu, sur la TVA, sur la baisse des charges, comment au fond vous utilisez cette marge. Donc quand vous avez peu de marge, des contraintes d'intégration européenne, des engagements internationaux, quelle que soit la politique qui est menée, et quel que soit le degré d'affection ou de non-affection que l'on peut avoir à l'égard du chef du gouvernement par exemple, en tout état de cause, on n'est jamais majoritaire quand on gouverne. La vraie question est de savoir quand on passe à la caisse, c'est-à-dire à la fin d'une législature, de savoir si le bilan est positif ou négatif. Donc rendez-vous pour 98, mais je suppose qu'on se croisera un peu avant, donc avec l'accent. Vous savez, dans une ville, vous avez du fonctionnement et de l'investissement. Si vous avez 4% d'augmentation en fonctionnement, vous ne pouvez pas appeler ça un budget de rigueur. Si vous avez 4% d'investissement, ça dépend de l'équilibre que vous faites entre le fonctionnement et l'investissement. Vous pouvez avoir un budget de rigueur avec une pression fiscale augmentée, mais 15 ou 20 millions par exemple d'économies de fonctionnement sur un budget de 600, et ces économies de fonctionnement, vous les replacez sur l'investissement. Là, vous êtes dans votre logique de jouer un rôle d'acteur économique en faisant appel à l'effort général, tout en réduisant le train de vie. Donc tout dépend de la définition et de la façon dont c'est motivé. Ne croyez-vous pas que la communication est déjà faussée lorsque vous vous retrouvez face à des médias sur la scène socialiste, à savoir un seul exemple, Anne Sinclair, Oui, on peut reprocher beaucoup de choses à Anne Sinclair, mais très franchement, je trouve que c'est une bonne journaliste, même si elle est engagée, même si tout le monde sait qu'elle est mariée avec Strauss-Kahn, même si tout le monde sait qu'elle a toujours été très militante socialiste et qu'elle assiste à ces conventions, ça reste de très loin l'une des meilleures intervieweuses politiques françaises, globalement objective, et je trouve qu'elle est d'ailleurs un peu plus objective avec le temps qu'elle ne l'était, c'est vrai, il y a une dizaine d'années.
Non, mais je veux dire, le temps est révolu où Chirac était obligé, pendant les réunions, de lui dire « Regardez un peu plus sur votre droite, Madame Sinclair, parce que vous avez un tropisme qui vous oriente trop à gauche. » Elle a quand même mis beaucoup d'eau dans son vin de ce point de vue. Oui, je sais, 6,4%. On est à 1% maintenant. Monsieur Balladur s'est désisté évidemment pour Monsieur Chirac. Et comment avez-vous mené ce formidable exercice d'équilibriste de communication politique pour faire changer d'un coup 18 à 19% de l'électorat, alors qu'on sentait même dans la réunion de Monsieur Balladur, quand il a dû demander à ses partisans de bien pouvoir se taire, que ma foi le courant passait très mal vis-à-vis des Chiraciens et qu'il pouvait très bien avoir un très mauvais report des voix. Sans trahir de secret d'État, est-ce que vous nous expliquer un peu comment c'est passé? Ben non, d'abord parce que, bon, je crois qu'il y a une vérité en politique, c'est que personne n'est propriétaire de ses voix. Et celui qui dit mon électorat, mes électeurs, etc., je trouve que c'est d'abord un mépris général pour les hommes et les femmes de notre pays. Et deuxièmement, c'est une contre-vérité. Donc personne n'est propriétaire de ses voix. Deuxièmement, dans cet esprit, on a quand même plus d'influence personnellement vis-à-vis de ceux qui vous ont fait confiance au premier tour que celui que vous avez convaincu. Donc il était plus facile pour Balladur de dire à ceux qui lui avaient fait confiance votez pour Chirac que pour Chirac de dire à ceux qui avaient voté pour Balladur au premier tour votez pour moi. L'équation était déjà un peu plus compliquée. Et pour le reste, comment ça se passe? Il y a des contacts, il y a un souci de donner une image générale d'union. Et là, on est vraiment dans l'image, partant d'un principe simple, c'est que entre Balladur et Chirac, ce qui les rassemblait était plus important que ce qui les divisait par rapport à Jospin, par exemple, et je ne parle pas naturellement de Le Pen ou autre. De la même manière, la stratégie qui est utilisée par les partis pour essayer de s'opposer à la montée du Front National, on essaye, les candidats s'opposent tout de suite au premier tour, et puis au second tour, on essaye de monter une stratégie type de Front républicain. Est-ce que cela vous paraît suffisant justement pour enrayer cette montée? Est-ce que l'action sur le terrain ne vous paraît pas être la meilleure solution finalement? Que ce soit pas seulement qu'on ne rejette pas seulement la faute sur le politique, mais aussi que le citoyen se sente un peu plus responsable et agisse dans son quartier tout simplement. Bon, ce que vous expliquez, c'est plus de la tactique politique pour empêcher des représentants du Front National d'obtenir des postes. C'est de mon point de vue une tactique intéressante sur le plan électoral, c'est une mauvaise tactique et c'est une mauvaise stratégie dans la durée. Je crois même qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle accrédite la thèse selon laquelle tous pareil, la gauche ou la droite. Et donc vous n'avez plus de ligne de fracture, si ce n'est entre le Front National et les partis dits de gouvernement. Premier point, on est en période de crise. L'extrême droite fait de la démagogie absolument scandaleuse sur toute une série de sujets. Le dernier en date, c'est on va supprimer l'impôt sur le revenu, on va supprimer la TVA. Enfin bref, on est dans un vote qui touche au fantasme, qui flatte les bas instincts, où ils font élire des chèvres. Je vais prendre l'exemple de Vitrolles. Mais non, mais c'est vrai, voilà quelqu'un, Maigret, qui se drape en parangon de vertu, qui nous donne des leçons de morale à qui mieux mieux tous les 4 matins sur le thème « Vous êtes des pourris, tous des salauds, il n'y a que nous qui sommes propres ». Voilà quelqu'un qui a triché. La justice a dit « Vous avez triché ». Il est inéligible. Il met sa femme, qui ne comprend rien et qui ne connaît rien à la politique, et en même temps, qui est derrière avec une glace sans teint et qui dirige le tout. Ce qui est grave, c'est que nous ayons été incapables, gauche comme droite, de trouver des candidats susceptibles de faire passer ce message. Alors il y a un tropisme local qu'il ne faut pas généraliser, probablement que le candidat de Vitrolles, qui était maire sortant, n'était pas le meilleur candidat, usé par le pouvoir, et malheureusement pris dans des affaires. Mais je veux dire que nous avons aujourd'hui à retrouver un discours politique et retrouver le terrain. Retrouver un discours politique, ça veut dire accepter de parler de la nation sans se cacher derrière son petit doigt tout en s'affirmant européen parce que c'est le seul projet des années qui viennent. Accepter de dire qu'on est attaché à la France, qu'on a envie de servir son pays, tout en considérant que la mondialisation est inéluctable mais qu'il faut savoir s'en servir comme une chance pour le pays. Et considérer que ces gens-là, qui sont anti-républicains, c'est plus la peine de le démontrer, mais qu'en plus ils sont inefficaces, sont anti-français. Proposer la suppression de l'impôt sur le revenu, c'est être anti-français. Proposer de mettre tout le monde dehors, de supprimer les strates, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'État, c'est être anti-français. Dénoncer l'Europe, c'est être anti-français.
Voilà un message fort sur lequel nous devons travailler, qui nécessite d'être affiné, sur lequel malheureusement les uns et les autres n'ont pas encore trouvé de position très claire, et qui fait que si on y prend garde, alors évidemment le Front National pourra avoir de beaux jours devant lui, et si on y prend garde, c'est le deuxième point que j'abordais tout à l'heure, c'est-à-dire reconquérir le terrain. Le RPR, de ce point de vue, a un rôle majeur à jouer. On a déserté un peu le terrain militant, on a déserté un peu les quartiers, il faut qu'on y revienne, parce que les autres, pendant ce temps-là, travaillent, envoient des petits mots ou des sondages sur le thème « Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de chômage ?» Qui répond le matin et regarde « Oui, il y a trop de chômage, évidemment. » Est-ce qu'il y a trop d'impôts? Oui, il y a trop d'impôts. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'emplois? Ah oui, il n'y a pas assez d'emplois. Est-ce qu'il y a trop d'émigrés? Ah oui, il y a toujours trop d'émigrés. Moi, j'ai dans ma circonscription qui est à dominante rurale, une petite commune qui doit faire 150 habitants, les gens n'ont jamais vu de Noirs et d'Arabes, 30% de Front National. Donc le vote est complètement fantasmagorique. Et à la fin du sondage, on vous note des points. Vous avez tant de points si vous avez dit que vous étiez... qu'il y avait trop de chômage, trop d'immigrés, etc. Et puis à la fin, vous grattez, et puis vous voyez Le Pen triomphant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on le laisse faire sur le terrain, eh bien on aura laissé un champ complètement libre au travail militant, où après avoir flatté les bas instincts, on fera de la démagogie, et ça c'est une stratégie de conquête du pouvoir qui, il ne faut pas se le cacher, est dangereuse, et notre responsabilité en général, gauche-droite, est importante, mais la responsabilité de RPR, de ce point de vue, est fondamentale, parce que c'est au RPR que l'on puisse plus facilement son attachement à des valeurs républicaines, de nation, d'État, de France, et je crois que de ce point de vue, le rôle que le RPR devra jouer en 98 sera un rôle majeur, et on est un peu à la croisée des chemins. Donc oui, à votre question, naturellement, le terrain, les quartiers, et reconquérir les cages d'escalier, je crois qu'on l'a un peu déserté pendant quelques temps. Sans du tout penser à Madame Négresse, mais à l'heure où on parle beaucoup de parité, existe-t-il une réelle égalité entre hommes et femmes durant la communication politique? Je trouve que c'est quand même plus sympa d'écouter une femme qu'un type à la radio ou à la télé. Ensuite, est-ce qu'il y a une vraie égalité? La réponse est clairement non. Les partis sont pas démocratiques. On a moins de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'il n'y en avait après le fait que les femmes puissent voter au lendemain de la guerre. On a à peine 6% de femmes députées, et en plus avec le système des suppléances, on en a moins en 98 qu'on en a eu en 93. Ça s'explique par quoi? Par un machisme général, c'est vrai, par le fait que la fourmi n'est pas prêteuse, et que les types qui sont dans les partis préfèrent quand même s'accrocher à leur petit pouvoir comme des rats sur un sac de grains, que de laisser la place d'investiture ou autre à des femmes. Il y a un vrai travail général d'évolution des mentalités, mais je crois que ça se fait. Il suffit de voir dans les métiers d'avenir, en particulier de la communication, où ça se féminise complètement. Et c'est quand même ça qui va très majoritairement dominer les années qui viennent. Regardez en radio, il y a une dizaine d'années, vous n'aviez pas une voix féminine pour présenter les infos. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce que 10 ans, 15 ans, on considérait que c'était pas crédible de recevoir des informations présentées par une voix de femme. Aujourd'hui, vous avez presque une journaliste sur deux à la radio qui présente les journaux, dans les grandes radios généralistes. Dans le même esprit, à la télé, on cherche aujourd'hui beaucoup de femmes. C'est pas uniquement l'aspect sympathique, c'est l'aspect crédible. Donc plus ça va aller, plus cette crédibilité sera acquise, plus le fait de contourner via la société les partis politiques et d'imposer ses responsabilités à des femmes ferait qu'on y viendra. Mais c'est un milieu qui est beaucoup plus conservateur dans l'absolu, gauche ou droite. Je ne crois pas au système socialiste un tiers de femmes, parce qu'on les envoie en fait dans des circonscriptions quasi imprenables, et vous allez voir le résultat entre les 1 tiers d'investiture et les 1 tiers d'élus. Ça, je vous fiche mon pari qu'on arrivera à peine à 7-8%. Et je crois difficilement au phénomène des quotas, même si je ne suis pas le mieux placé pour le dire. Est-ce que lorsqu'on est femme, on a besoin de quotas alors qu'on considère que tout ça va de soi? Je crois qu'il faut s'imposer et il faut faire sauter quelques verrous. Ça commence à venir. Faut-il passer par une révision de la Constitution? Bon, la révision de la Constitution, de ce point de vue, c'est le nucléaire. C'est-à-dire, c'est vraiment la force de frappe qui est censée être brandie comme une menace, mais pas utilisée. Peut-être qu'il faudra, de ce point de vue, l'utiliser si on veut vraiment aller plus vite que la musique. Oui. Mais bon, c'est quand même le sens de l'histoire. Mais dans la Constitution, il y a écrit le principe d'égalité entre l'homme et la femme, donc ce qui serait peut-être plus rapide et
et qui éviterait certaines dérives, ce serait peut-être plutôt de faire une loi beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Oui, mais comme dans la Constitution, il est aussi dit que tout homme a droit à un travail et que malheureusement on n'est pas capable, à travers l'application de la Constitution, de trouver un travail à tout le monde. Bon. Il y a l'esprit, il y a la lettre. La lettre, on l'a, simplement l'esprit n'est pas encore respecté. Alors vous avez raison, moi je suis plutôt partisan de ne pas changer la Constitution et de passer par les responsables politiques pour faire avancer les mentalités là-dessus. Bon, mais si c'est insuffisant et qu'on veuille vraiment aller vite, dans ce cas-là, il faudra modifier les textes et l'imposer. Au niveau de la communication politique, les guignols, ça fait ça, Bah, les guignols, moi ça me fait plutôt marrer. En plus, je le trouvais assez sympa du temps que baladure Chirac, donc quand j'y suis rentré, ça m'a plutôt fait rire, quoi. Simplement, c'est vrai que ça dessert, il faut être clair, passer pour espèce de type pubère avec une voix immature et qui fait des crises tous les matins, c'est pas forcément le côté le plus reluisant qu'on souhaite donner de sa personne quand on s'engage en politique, enfin c'est comme ça. Donc moi ça me fait plutôt marrer, je le prends plutôt bien. En revanche, ce que j'avais pas soupçonné, c'est l'impact que ça a dans l'opinion. Parce que je me marrais comme tout le monde, mais je ne mesurais pas l'impact. Je me souviens notamment quand je suis sorti du gouvernement, il y avait eu un sketch sur les girolles, je sais plus quoi, Juppé Chirac m'avait abandonné dans un bois avec des girolles. Et je me trimballe dans ma ville, j'étais allé acheter un paquet de clopes dans un bistrot et je tombe sur un mec que je trouvais un peu louche, que je connaissais, qui était plutôt clodo et alcoolo, mais sympa. Puis il me dit alors, tu les as digérés tes girolles, et je n'avais pas vu le sketch. Je me suis dit, putain, il faut quand même que j'appelle la police municipale. Je crois qu'il a vraiment pris un coup de jaja en trop et on va peut-être pas le laisser sortir comme ça. C'est le lendemain que j'ai appris qu'il y avait eu ce sketch et j'avais failli coffrer ce type pour un peu atteinte à la pudeur sur la voie publique et j'aurais fait une grave erreur puisque finalement ça n'était que moi qui était visé. Bon, premier point et deuxième point, ça a un impact sur l'environnement immédiat et c'est vrai que bon, ça c'est un peu dur à accepter mais ça fait partie de la loi du genre. Enfin c'était pas méchant quand même. Oui, d'abord, vous maîtrisez moins la parole de votre marionnette que la vôtre à l'heure de vérité, ce qui est un premier handicap. Le deuxième, c'est que, bon, c'est vrai, c'est un peu une reconnaissance politique et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient y être. Ça fait du tort, il faut savoir que ça a de l'impact. Bon, moi, ça a accéléré le côté jeune et ça a probablement aussi facilité une décision de sortir du gouvernement en disant sois sage quand tu seras grand, on te récompensera plus tard. Bon, je caricature, mais je veux dire, ça a de l'impact, ça a un trait important, et le phénomène de notoriété par une présence au Guignol est quand même contrebalancé par la réalité de l'influence que ça peut avoir. Mais c'est la loi du genre, il faut l'accepter, et puis comme ils ont un talent fou, c'est plutôt marrant. C'est la loi du genre, voilà. Votre sortie du gouvernement n'est pas due uniquement sur le Guignol. Vous avez passé une semble, si je me trompe, quelques mois difficiles en porte-parole de ce gouvernement. Est-ce qu'à posteriori, vous avez pu analyser et trouver des raisons techniques par les communications? Oui, les raisons techniques, elles sont d'ailleurs un peu dans le sujet sur la communication politique. C'est-à-dire que moi, j'étais secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, mais sans administration. Enfin, j'avais le service d'information et de diffusion du Premier ministre à l'époque, le truc qui fait les sondages, etc. Bon. Et en fait, il y avait une opposition de doctrine entre le Premier ministre et moi-même. Lui souhaitait que je sois un peu le directeur de la communication gouvernementale et me substituer petit à petit au ministre plus ou moins défaillant dans ce secteur. Et moi, je m'étais aligné sur la position qui était un peu l'évidence et qui m'avait été donnée par Chirac, c'est responsable politique, j'assiste aux réunions d'arbitrage, j'explique aux médias quelle est la décision, et ensuite les ministres font leur boulot. Et bon, donc avec le temps, avec Juppé, on s'est un peu éloigné sur cette définition, et comme on n'était pas d'accord sur les mêmes définitions, moi j'ai fait mon truc et lui attendait autre chose. Et comme en plus il y avait le collectif budgétaire, plus les affaires d'appartement, plus Madelin, enfin période difficile, bon, c'est séparé à l'amiable. Mais la raison technique, elle est là, et suppose qu'on s'interroge en tant que... Enfin, je veux dire, ça peut être des sujets de mémoire pour Sciences Po, des étudiants de troisième année. Un porte-parole, est-il le directeur de la communication du gouvernement ou un ministre à part entière responsable politique? C'est un angle de sujet où qu'est-ce que l'on veut pour un porte-parole du gouvernement?
D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Sarko, avant, avait le budget, et Sarkozy, le budget et porte-parole du gouvernement. Lamassoure, qui m'a succédé, a le budget et porte-parole du gouvernement. Je crois que la bonne logique, c'est celle-là, c'est-à-dire être en amont avec le budget et en aval avec l'expression publique. Ou alors, Parlement et porte-parole. Dans ce cas-là, c'est une logique un peu plus politique et moins technique, mais ça s'est toujours passé comme ça. Porte-parole seul, c'est à mon avis une expérience qui n'est pas absolument nécessaire pour un gouvernement. Depuis une trentaine d'années, la communication politique a totalement bouleversé le champ politique, mais est-ce que vous pensez que cette communication politique ne peut s'avérer dans une certaine mesure être un frein à l'efficacité de l'action politique? Je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que, est-ce que, entre guillemets, le paraître ne prendra pas l'ascendant sur véritablement le fait de vouloir, d'être effectivement efficace dans l'action que l'on souhaite entreprendre? Mais c'est sûr, le problème c'est que vous ne pouvez pas gouverner en autarcie, et que vous ne pouvez pas gouverner dans votre bulle, et que vous ne pouvez pas prendre des décisions si elles ne sont pas acceptées. Et pour les faire accepter, il faut les communiquer, et surtout, je crois, vous ne gagnez pas contre le système. On ne gagne pas contre le système médiatique. On peut durer un peu plus longtemps, on peut se cabrer, on peut se bloquer, on peut se braquer, mais on ne gagne pas. Donc il faut l'accepter, l'utiliser et faire plutôt du judo que du kung-fu. Je pense qu'il doit y avoir un match de foot parce que toutes les filles s'en vont. Et... oui. Bon, Villepin, c'est différent, il est secrétaire général de la présidence. C'est un haut fonctionnaire et il a à faire tourner la boutique de l'Élysée. L'Élysée, c'est 800 personnes, c'est une maison militaire et le cabinet du président est un petit cabinet. Hein. Il doit y avoir 15 ou 20 personnes maximum. Bon, sa responsabilité, elle est là, elle est surtout d'établir des liens, des connexions avec le gouvernement, le Premier ministre. Donc, c'est pas un rôle de conseiller en communication, c'est vraiment un rôle administratif et c'est l'un des postes les plus importants de la République sur le plan de l'administration. En revanche, sur votre question, est-ce que les conseillers en communication prennent trop de place? Au fond, ça dépend de la marge de manœuvre que le responsable politique lui donne. Si il lui dit bon, trouvez-moi quelque chose pour la semaine qui vient ou pour le mois qui vient et je le ferai, alors là, oui, effectivement, le conseil en communication prend trop de place. En revanche, si l'homme politique lui dit j'ai l'intention d'engager telle réforme, je sais qu'il y a tel obstacle, comment les surmonter, quel est le meilleur moyen pour faire accepter cette décision par l'opinion. Dans ce cas-là, le conseil en communication est dans son rôle. J'ajoute que la communication politique, c'est un métier. Un homme politique peut être bon en communication, mais peut être un mauvais conseiller en communication. Et d'ailleurs, un homme politique est très souvent mauvais conseiller pour lui-même en tant qu'homme politique, même s'il peut être bon dans ses fonctions. Donc c'est plus l'intuition qui joue, la connaissance ou la compétence sur les dossiers que la mise en forme. Donc c'est un métier. Ce métier est à mon avis nécessaire, même s'il n'est pas absolument indispensable. Je crois qu'on peut faire l'économie de conseiller en communication, mais en revanche, sur la mise en forme, sur le choix du format de l'émission et sur la montée en puissance autour de telle ou telle émission, là, le conseil en communication, s'il n'a pas toute la brique sur le cou, trouve sa place et une place raisonnable sans être omniprésente. N'imagine pas que certains coups de communication desservent les hommes politiques. Je pense au coup de la souris là, pour Jacques Chirac, qui montrait, vraiment, c'est un peu stupide, la présidente de la République qui s'intéresse à la souris. Là, c'est pour Jacques Chirac, et pour Alain Juppé, le fameux tout va bien, dire régulièrement un petit peu partout. Est-ce que finalement, ça n'est
Bon, la souris, c'est pas un coup de communication de Chirac. Hein. Enfin, ça l'est devenu, mais c'était quand même une petite image prise en loose day. Qu'est-ce que c'est que la souris et en même temps, bon, évidemment, pour les jeunes, ça paraît invraisemblable de ne pas savoir ce que c'est qu'une souris. Mais pour une grande majorité des Français, peut-être pas vos parents, mais probablement les miens, et alors en tout cas nos grands-parents, c'est sûr, une souris, il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas, et je trouve que le président, de ce point de vue, même si ça faisait sourire, était un peu le reflet des imperfections des Français sur l'aspect nouvelle technologie. Bon, je le défends, je suis dans mon rôle, mais en même temps, je crois vraiment que pour la génération au-delà de 60 ans, personne ne savait ce que c'était que la souris, donc il représentait au fond un peu sa génération. Je dirais, depuis, il a bossé, il a lu Breton, et on a lancé une impulsion, donc ça a au moins un mérite cette affaire. C'est que d'un coup inversé de communication, ça devient un fait politique, puisqu'on lance un grand programme de nouvelles technologies dans l'éducation nationale pour compenser ce problème. Le reste, tout va bien. C'est le problème de la langue de bois en politique qui existe, que j'ai moi-même utilisé et que tous les autres politiques utilisent, parce que c'est vrai qu'à un instant T, on ne peut pas forcément tout dire au moment où on le pense ou comme on le pense. Et donc, il y a un phénomène méthode Coué, il y a un phénomène langue de bois. Dans toutes les professions, vous avez des copos sur la langue. Dans le journalisme, vous avez des clichés qui existent et c'est une forme de langue de bois. En politique, vous avez aussi une langue de bois qui est un vrai sujet qu'il faut essayer d'épurer le plus possible, mais qui malheureusement ne sera pas complètement gommé ou complètement effacé parce que le temps politique ne permet pas à l'acteur politique de tout dire au moment où le journaliste le souhaiterait et où l'opinion l'attendrait. Je donne un petit exemple. Je veux dire, tout le monde, en décembre, attend la sortie de Juppé. Chirac dit « je ne sortirai pas Juppé parce que c'est un très bon Premier ministre », etc. Tout le monde se dit « il fait de la langue de bois ». Je suis d'accord avec ce qu'il propose, mais en tout cas, c'est l'inverse de ce que vous avez dit. Vous parlez de Balladur, là, si j'ai bien compris. Et donc Balladur a promis des augmentations d'impôts qui ne sont toujours pas arrivées, alors vous êtes déçus. Pas vraiment. Bon. Balladur a tenu un discours, a engagé un certain nombre d'actions, et moi je trouve a fait du boulot positif globalement la première année. La première année du gouvernement Balladur est une année positive pour la France. Sur le plan des retraites, sur le plan de la Sécu, sur le plan du rétablissement des comptes, sur le plan de se redonner les moyens d'une croissance globalement positive pour la France. La deuxième année était une année politique, où on a lâché à qui mieux aux catégories sociales dès que ça gueulait un peu, parce qu'il était dans une logique de candidature, et celle-là n'a pas été aussi profitable. Alors l'impression générale est qu'il était un bon chef de gouvernement, hein, qu'on se comprenne bien. Je veux dire, il avait des fortes personnalités dans son gouvernement, il a très bien su gérer sa boutique, et c'est la campagne présidentielle qui fait que comme un satellite, il est rentré dans l'atmosphère, et au lieu de rester un peu intact, bon, il a explosé. Mais il n'a pas complètement explosé. Balladur était inconnu en 93. Avant 93, les 3 mois qui ont précédé les législatives, Balladur était inconnu, tout le monde l'a oublié. Faire 18% au présidentiel 2 ans plus tard, en étant inconnu 2 ans plus tôt, c'est un exploit. Donc c'est une valeur politique. Et tout n'a pas été mauvais, il a été un candidat très solide et très sérieux et très difficile à battre. Je dis simplement que la deuxième année de ce gouvernement était une année électoraliste et clientéliste, et par conséquent, pas aussi efficace pour le pays. C'était pas vraiment ma question. Ma question c'était de savoir, vous disiez que Juppé dit tout va bien parce qu'il ne va pas savonner la planche humaine et dire que tout va mal, quand même, un mauvais exemple, c'est quand même vraiment cool. Moi je vous dis, il y a des exemples comme quoi des gens disent tout va mal et qui, question de popularité, ça marche quand même. Quoi. Oui d'accord, mais au final, celui qui a dit tout va mal ou je suis pas là pour vous faire rêver, il est où maintenant? Dans le 15e. J'ai été sûr qu'il y avait Non mais c'est vrai. Alors il y a toujours cette différence entre le discours qui est absolument nécessaire, et il faut avoir un discours qui fasse rêver. L'exigence qu'on est en droit d'attendre, c'est que ce discours a été pensé, réfléchi, et suppose que les engagements qu'on a pris doivent être réalisés. La faute de Balladur, c'est d'avoir fait ce discours-là. C'est d'avoir tenu un discours responsable, rationnel, raisonnable. On ne peut pas, dans une campagne, se satisfaire d'un discours responsable, rationnel, raisonnable. Il faut faire rêver, il faut montrer qu'il y a une étoile qui scintille quelque part, il faut montrer qu'il y a un chemin qui permet d'y parvenir. C'est une contrainte de la communication politique.
lâcher à telle ou telle catégorie sociale? Est-ce que c'est pas en France le phénomène de la vie politique? Ça dépend en fait de la solidité du pouvoir. Si vous avez un gouvernement qui est très solide, c'est d'ailleurs ce que Balladur a fait dans la première année, il pouvait se permettre de faire l'économie de lâcher de l'argent en catégorie et de dire je ne lâche pas là, parce que ne pas lâcher, c'est servir l'intérêt général. Plus vous avez un gouvernement qui est affaibli, donc au fond, plus le temps fait son travail et qu'il y a de l'usure, plus un gouvernement a tendance à lâcher parce qu'il a du mal à résister politiquement à un mouvement de rue ou à une mobilisation très forte. Donc un gouvernement peut se permettre de ne pas lâcher pendant globalement un an et demi, et puis ensuite, parce qu'on est dans un pays où on est tout le temps en élection, eh bien malheureusement lâche un peu. Et l'autre facteur, à mon avis, c'est la session unique qui fait que les gouvernements sont plus usés par la majorité. Il y a quand même 2 séances de questions d'actualité, le mardi et le mercredi, reprise à la télé, plus le facteur médiatique qui fait qu'on voit quand même plus souvent le Premier ministre, les ministres. Il y a une usure, une accélération de l'usure des gouvernements qui fait qu'à mon avis, on aura une rotation à l'avenir plus importante que ce qu'on a connu dans les années 70. C'est la décentralisation. Et aux nouvelles féodalités, ça a très vite. Oui, mais ça, c'est pas lâcher. Ça, c'est une autre répartition des responsabilités, des compétences entre l'État, la région, le département, les collectifs, enfin les communes. Ça, je veux dire, c'est pas lâcher catégorie sociale. Moi, j'avais compris plutôt une manif, les médecins, etc. Bon, ils demandent des sous, les agriculteurs, ils demandent des sous, on les donne, et on n'en parle plus. Là, la décentralisation, le problème est différent. Ça, c'est un vrai sujet d'avenir pour les étudiants de Sciences Po. C'est est-ce qu'il n'y a pas trop de structures en France? Quelles sont les structures qu'il faut garder? Et quelle place pour l'État dans ces nouvelles structures? Au fond, si on fait un peu de projection, dans les 10-15 années qui viennent, la région va monter, va devenir une structure très puissante, les communes vont globalement être absorbées dans une espèce de gros syndicats, les départements vont être supprimés et vont devenir un peu des officines de services publics, des préfectures. L'État, globalement, donnera une image générale de gestion administrative, et puis au-dessus, vous aurez l'Europe qui dira ça on peut, ça on peut pas. Si on y prend garde, c'est ça, la ligne dans les 15-20 années qui viennent. C'est à l'aune d'une génération. Donc il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que je crois qu'il a eu peur qu'il y ait un débat de politique politicienne sur le thème vous modifiez le jeu parce que vous n'avez plus toutes les cartes en main et parce que vous êtes sûr de perdre un certain nombre de régions. C'est ça la raison essentielle, c'est qu'il ne voulait pas d'une mauvaise polémique autour de quelque chose qui est une nécessité politique. La nécessité politique, vous l'avez dit, c'est le changement du mode de scrutin. En 98, les élections régionales auront probablement lieu avec les législatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas parler des élections régionales. Et donc les gens qui sont en place depuis 92 ne pourront pas faire valoir leur bilan et on n'en parlera pas, ce sera gommé. Ce sera donc un vote national. S'il y a un vote sanction, on aura une sanction aux législatives et aux régionales. Et si en revanche il y a un soutien, on arrivera globalement à s'en sortir. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne fera pas de toute façon l'économie d'une modification du mode de scrutin. Si ce n'est pas pour 98, ce sera pour après. Les régions sont celles, c'est les collectivités les plus intéressantes. Vous avez 85% d'investissement, 15% de fonctionnement. Donc vous pouvez agir, impulser, lever des fonds et avoir une vision générale d'identité régionale. C'est donc la structure d'avenir. Mais c'est vrai que si ce sont des structures d'avenir qui sont ingérables, ben, ce n'est pas une solution. Donc de toute façon, on ne fera pas l'économie, si ce n'est pas avant mars 98, ce sera juste après, l'économie de cette réforme. Je suis certain, en tout cas, qu'à l'avenir, les premiers ministres prendront plus de femmes et réfléchiront à 2 fois avant de les sortir. En de cette formidable dialectique, vous allez aussi nous dire que si ERP investit aussi la 7% de femmes dans les prochaines législatives, c'est parce que de ce match surgira un bien. Non, mais ça veut dire qu'au moins,
Bon, d'abord, je crois qu'on investira plus que 6 ou 7% de femmes, mais en même temps, on ne le fera pas en termes de pourcentage, mais d'efficacité sur le terrain. On voudra des femmes élues et pas des femmes potiches qui seront candidates et qui seront battues. Donc on se donnera tous les moyens de faire en sorte que les femmes sortent du lot à travers l'action militante ou la responsabilité politique. Alors voilà, quoi. Je crois qu'on aura un peu de mal pour les législatives parce qu'on a beaucoup de sortants. En revanche, je suis convaincu que pour les régionales, une place sur 3 sera réservée aux femmes. Ou peut-être même une place sur 2, c'est ce qu'il faudrait obtenir. Là, en l'occurrence, puisqu'il y a ce phénomène des sortants, les femmes qui vont se retrouver sur les places n'ont pas encore été dans 93, dans des circonscriptions absolument imprenables, les 80, 90 circonscriptions de la gauche. Donc pourquoi ne pas avoir eu le courage d'éliminer certains barons du gaullisme, qui ont dépassé par exemple à 80 ans, pour mettre des femmes à la place? Ça se fait un peu déjà, moi j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai succédé à Gallet, qui a été le recordman de France de longévité ministérielle, puisqu'il a servi de Gaulle, Pompidou, Giscard, et il a été 13 ans ministre. Bon, le type est habile et intelligent, et en même temps c'est un vrai homme d'État, mais il n'a pas l'investiture. Simplement, moi je sais que sur le terrain, il reste encore le meilleur candidat, et qu'un autre candidat investi, femme ou pas femme, sera battu par le socialiste. Et que si on ne donne pas l'investiture à Gallet, on est sûr de perdre la circonscription. Notre problème, c'est qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et on ne peut pas dire, bon, on aura Tipoise 250 et on met des femmes à la place. Ou 150 ou 100. Il se trouve que depuis 93, les gens qui ont été élus, et la plupart du temps des hommes, malheureusement, ont travaillé, sont plus crédibles et sont encore aujourd'hui les meilleures chances de conserver les circonscriptions pour la majorité. Le système est inverse pour les régionales. Là, nous avons à modifier et nous avons plus de champs et plus de marge de manœuvre. Donc il faut qu'on le fasse d'abord passer par les régionales et ensuite de l'élection de femmes conseillers régionaux, nous aurons la possibilité d'en faire éventuellement des candidats crédibles et importants pour les législatives. Mais pas malheureusement du jour au lendemain. Bien, je crois que tout le monde est bien fatigué là. Je ne trouve pas que ça a été un peu facile finalement de réduire la mobilisation contre les lois de Bray à une espèce de manifestation d'élite intellectuelle de la gauche caviar. Moi, je crois que ce qui est un peu facile, c'est d'être éloigné du terrain. Et ce qui est un peu facile, c'est de ne pas mesurer la réalité du terrain, comme je le disais tout à l'heure, en milieu rural, comme dans les quartiers difficiles. Je disais tout à l'heure, moi je suis maire d'une ville de 120 000 habitants, et qui est une ville qui n'a pas beaucoup de difficultés a priori. On n'est pas loin de Paris, on a maintenant des autoroutes, l'enseignement supérieur se développe, on a des boîtes qui arrivent parce qu'on est dans la grande couronne parisienne. Bon, on a quand même un taux de chômage important. J'ai également des quartiers en difficulté. J'ai sur le plan de la sécurité à lutter contre deux choses. L'insécurité déjà, il y a des bandes de gosses de 9, 10, 11 ans qui sont déjà récidivistes, et lutter contre le sentiment d'insécurité. J'ai des problèmes de travail clandestin réel parce que je suis dans la capitale de la bonneterie et donc le textile de ce point de vue est très fournisseur malheureusement en matière de travailleurs clandestins. Il y a une exaspération à tous les niveaux. Celui qui ne veut pas le voir n'est pas responsable et celui qui ne veut pas lutter contre le Front National alors manifeste contre les lois de Bray. On ne peut pas avoir deux discours. Je crois que le discours de l'intégration est malheureusement insuffisamment politique, est un vrai et beau discours et très français. Et lutter ou dénoncer l'immigration, je le disais tout à l'heure, c'est être anti-français, parce que c'est aller contre le sens de l'histoire de notre pays. En revanche, accepter la facilité de l'immigration clandestine, c'est jouer le jeu du Front National. Cette exaspération, elle est réelle dans l'entreprise, dans les petites PME, dans les quartiers en difficulté, elle est réelle partout. Il faut faire valoir l'état de droit, et les lois de Bray, contrairement à ce qu'on a dit, même si ça a été sur le plan cosmétique un peu vendu comme ça, c'est pas ce quoi plus, c'est pas vrai. C'est parce qu'on s'est retrouvé avec l'affaire des sans-papiers de Saint-Bernard, avec des gens qui n'étaient ni régularisables, ni expulsables. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc il fallait modifier la loi pour ajuster le tir et donner un contenu législatif à des situations personnelles douloureuses. Je rappelle néanmoins que la lutte contre l'immigration clandestine, c'est probablement le meilleur moyen, non pas de faire de la démagogie, mais de rendre plus intéressante et plus intelligente la politique d'intégration en France. Voilà, c'est une conviction, on peut ne pas la partager, mais je crois vraiment que de ce point de vue, il faut connaître le terrain pour mesurer que cette loi était nécessaire.
Juste une dernière question. Vous avez mêlé dans la même phrase le travail clandestin dans la bonne équille à 3 et l'immigration clandestine et les sans-papiers. Vous ne trouvez pas qu'au niveau de la communication politique, et notamment du discours de M. Le Pen, vous faites une espèce d'amalgame intolérable, puisqu'il y a moins de 5% du travail clandestin qui est fait par des immigrés clandestins sans-papiers. Ah mais tuez-le. Non mais, d'abord, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le travail clandestin est essentiellement appuyé. Je ne parle pas du travail au black ou de payer, je sais pas, son menuisier pour faire des travaux dans sa maison et de le faire au black. Le vrai travail clandestin, celui qui est massif et qui est important, en sachant que ce travail au noir là auquel vous pensez, c'est un amortisseur social. Je veux dire, on ne pourrait pas vivre en France avec plus de 3 millions de chômeurs s'il n'y avait pas ces facilités, un peu ce système D, ce système de démerde à la française. Ça c'est vrai. En revanche, le travail clandestin qui plombe à la fois notre système social, mais surtout les PME qui, elles, ne pratiquent pas ce travail clandestin parce qu'elles n'en ont pas les moyens et se font tailler des croupières sur des marchés à l'export parce que justement le petit concurrent, qu'il soit français ou européen, lui a utilisé des gens sans les payer, sans payer les charges et sans s'emmerder à qui mieux avec la législation en vigueur. Et bien de ce point de vue-là, on rend un bon service en luttant contre l'immigration clandestine et contre le travail clandestin qui, croyez-moi, en tout cas sur le textile, mais dans d'autres secteurs, bâtiments ou autres, est étroitement lié. Les objectifs immédiats, ce sera de ne pas rater complètement le train qui est pris à 21h pour Paris et c'est terminé. Les objectifs politiques, c'est les législatives et je souhaite être candidat aux législatives dans ma circonscription, puisque quand je suis sorti du gouvernement, je ne me suis pas représenté, je suis entré au cabinet du président. Et à plus long terme, c'est de faire un bon mandat de maire de Troyes, de m'inspirer de ce qui s'est fait à Lyon, en particulier Plan Lumière, et ce qui me fait dire que je reviendrai à Lyon, d'abord parce que c'était sympathique de vous voir, ensuite parce que j'ai pas pu aller voir le RPR, et enfin parce que je voulais vraiment voir le Plan Lumière à Lyon, dont on dit qu'il est très beau. Et voilà, l'objectif c'est d'être efficace en tant que maire et réélu député pour être un bon relais au Chirac.